Bonjour à tous, bienvenue, salutations à toutes et à tous, je m'appelle Gabriel Benda, je suis architecte solution, ingénieur en IA et concepteur réellement à la base pour le coup des systèmes d'intelligence artificielle. Ça faisait longtemps que je n'avais pas assez fait de vidéos pour pouvoir vous présenter ce pourquoi justement j'ai créé cette chaîne et un certain nombre de faits réels sur l'IA. Comment en pratique on met sur pied des systèmes d'intelligence artificielle au sein des grandes entreprises. Alors avant de continuer déjà, pour celles et ceux qui découvrent cette chaîne, si vous n'êtes pas habitué à ce genre de sujet et que vous aimeriez aller beaucoup plus loin, c'est l'occasion pour vous de vous abonner, liker et partager. Ceci étant dit, passons maintenant véritablement au sujet de la vidéo. Ici, j'aimerais simplement vous présenter, alors simplement mais avec une information beaucoup plus riche, les deux grands aspects auxquels sont confrontés un ingénieur, un architecte solution, quelqu'un en tout cas au sein d'une grande entreprise à qui on va confier la vision de pensée d'intégration d'un système d'intelligence artificielle du style intégrer un grand modèle de langage par exemple au sein de tout le système d'information de l'entreprise. D'accord? Par exemple, vous êtes cet ingénieur là au sens ingéniosité, parce que je sais très bien que l'on forme aujourd'hui des ingénieurs en France, de manière générale, toujours est-il que un bon nombre de personnes, c'est comme dans toute profession, n'ont pas le niveau requis selon moi lorsque je compare et vois en réalité les projets, les résultats du niveau auquel un ingénieur devrait être. Alors, donc, ceci étant, je passe, mais cela reste quand même important à avoir en tête. En tout cas, quelqu'un qui est chargé de mettre sur pied un système d'intelligence artificielle fera face à deux grands ensembles très critiques. Premièrement, la souveraineté des données. Donc, il y a ici, premièrement, dans la souveraineté des données, où est-ce que les données de l'entreprise vont-elles se trouver? Et à quel niveau de maîtrise, de contrôle l'entreprise sera-t-elle confrontée? Les entreprises, je précise bien, quand je dis entreprise, je parle là de grandes entreprises, à minima, ayant des milliers d'employés, d'accord? Et voire plus. Ici, on est dans des contextes assez critiques, surtout dans des contextes dans lesquels les données de l'entreprise sont une source intarissable et une source en fait riche et critique pour l'entreprise. Donc l'entreprise ici en question ne peut à aucun moment en fait déléguer ces données-là d'ailleurs à une start-up, une structure telle que OpenAI, tout simplement. Donc, il faut mettre en place des mécanismes de contrôle. Le cloud, bien évidemment, est une solution, mais également un cloud contrôlé lorsqu'il s'agit de mettre sur pied des instances qui vont être isolées quasiment, être isolées du cloud maîtrisé par Google, enfin AWS par exemple, etc. Maintenant, il peut aussi arriver que l'entreprise en question voudrait avoir un contrôle total tout simplement de son infrastructure. Évidemment, des solutions de on-premise en fait sont nécessaires pour pouvoir déployer des systèmes d'intelligence artificielle. Donc là, vous avez trois mots par lesquels l'entreprise peut s'appuyer pour pouvoir contrôler sa donnée au cœur de l'intégration d'un LLM, d'un système d'intelligence artificielle. C'est comme le cloud aujourd'hui, voilà, on ne déroge pas à la règle, mais d'autant plus avec l'arrivée des systèmes d'intelligence artificielle qui sont, disons, des systèmes très gourmands en données. Il est essentiel de rappeler ceci et de comprendre aussi les nouvelles techniques et avancées pour pouvoir donc contrôler la donnée. Cet aspect-là étant saisi, une fois bien compris dans sa globalité, dans son entièreté, en tant qu'ingénieur ou chef de projet chargé de comprendre et de mettre sur pied véritablement un système d'intelligence artificielle au sein de l'entreprise, le deuxième aspect maintenant va consister à comprendre trois grands sous-aspects. Donc, dans le deuxième aspect, vous avez trois sous-catégories. Donc, ici, comme je l'ai dit, la question des grands modèles de langage. Qu'est-ce qu'un grand modèle de langage? Rappelez évidemment les bases d'un grand modèle de langage, la comparaison des grands modèles de langage aujourd'hui. Nous avons une multitude de modèles de langage là d'ailleurs, ChatGPT, Mistral, Llama, Gemini, bref, allez
fait un benchmark, comparer les grands modèles de langage, voit lequel est plus correspond le plus à votre besoin initial, lequel est le plus aligné avec votre secteur d'activité, et parce qu'il faut comparer les coûts en fonction du nombre de tokens, le nombre de mots, enfin d'unités de mots, etc. que vous allez utiliser. Tous ces paramètres-là, en fait, vont dépendre. Donc, l'architecture du grand modèle de langage va impacter évidemment votre business model. Vous allez devoir comprendre ces éléments-là en profondeur, à savoir évidemment dans quel secteur je me trouve, est-ce que je fais du fine-tuning, est-ce que je applique du modèle RAG, etc., etc. La question de la sécurité, bref. Entrez véritablement au cœur de cette problématique. Une fois cette partie assimilée, vous allez vous intéresser maintenant en tant que grande entreprise, ou sinon peut-être disons que vous êtes un chef de projet qui devrait mettre sur pied une infrastructure à coût de millions d'euros. Donc ici, évidemment, dans la souveraineté des données, vous devriez mettre un système basé sur une architecture RAG, donc Retrieval Augmented Generation, une architecture dans laquelle on préfère augmenter la génération, la réponse de l'IA avec des réponses factuelles, contextualisées et précises. Donc ici, c'est le pendant de la méthodologie de fine-tuning, le fait de pouvoir prendre un modèle, de le tuner entre guillemets, pour pouvoir le modéliser en un aspect assistant spécifique dans un domaine précis. Ici, par contre, on va plutôt prendre un modèle, fait en sorte que ce modèle interroge notre base de données externe qui sera mise à disposition. Voilà. Et donc, cela nécessite que nous puissions bien mettre à jour ces informations dans cette base de données externe parce que c'est celle qui va constituer le cœur de réponse de notre LLM. Et le LLM en question viendra juste rajouter du contexte. Ces aspects-là, je le rappelle, c'est tous les aspects auxquels un ingénieur, un chargé de mise sur pied, un architecte solution par exemple typique au sein d'une grande entreprise est confronté pour pouvoir mettre sur pied un système d'intelligence artificielle. Donc des défis évidemment, c'est-à-dire l'architecture ne doit pas être dégradée en coût, en performance, en temps, en résilience, et derrière il y a aussi l'aspect business qui doit être pris en compte dans le fait d'apporter une valeur ajoutée. Il ne suffit pas simplement d'utiliser un système d'intelligence artificielle pour l'intégrer en entreprise, mais en soi, réellement, celui-là doit apporter de la valeur ajoutée. D'accord? Et le dernier aspect ou la dernière sous-catégorie au sein du deuxième aspect, c'est la notion de prompt engineering. Le prompt engineering, en fait, c'est tout simplement apprendre à communiquer, à savoir dialoguer avec la machine, ici, donc à travers des techniques d'interrogation, de prompt, d'où pourquoi on parle, entre guillemets, même si j'aime pas ces anglicismes, en fait, engineering, ok? Mais c'est de pouvoir constituer, en fait, des instructions claires et précises pour que la machine puisse aller chercher que ce soit dans le modèle RAG ou dans sa modélisation fine-tuning, des réponses riches et variées, précises et contextualisées pour vous apporter une réponse qui vous aidera dans votre approche, quelle que soit votre intention. Donc, par exemple, quelques modèles de prompt engineering, la chaîne de pensée. Voilà, ici, chain of thought. L'idée, c'est de pouvoir indiquer à la machine comment doit-elle penser, par quel mécanisme en fait doit-elle passer pour pouvoir apporter une réponse. Si vous avez par exemple un template de réponse, c'est encore mieux. Comme ça, la machine va se référer à partir de ce template-là comme modèle de référence pour pouvoir vous apporter sa réponse en sortie. C'est des techniques comme ça qu'il faudra maîtriser, que un ingénieur, une fois de plus, quelqu'un qui est chargé dans une entreprise de mettre sur pied des systèmes véritablement intelligents est confronté au quotidien. Je vais m'arrêter là et ceci était simplement pour vous présenter. Donc, pour résumer, deux grandes approches. Une entreprise vient vous voir et dit, j'aimerais mettre sur pied un système d'intelligence artificielle. En tant qu'ingénieur, en tant qu'architecte solution, vous serez confronté à ces deux grands aspects. Premièrement, donc, la partie de la souveraineté des données de l'entreprise. D'accord?
l'entreprise doit s'assurer qu'elle a le contrôle et qu'elle aura le contrôle de manière pérenne de ces données, quel que soit l'environnement en question. Aujourd'hui, si vous simplement vous utilisez ChatGPT, vous intégrez de manière bête, voilà, excusez-moi du thème en fait, mais disons de manière bête, ChatGPT, demain l'administration Trump ou démocrate qui arrivera peut obliger OpenAI à revoir son business ou à retenir un certain nombre d'informations. Cela peut impacter, enfin, véritablement de manière négative votre entreprise, voire la fait couler. Donc, il y a des techniques, bien évidemment, donc de contrôle de la donnée. Donc ici, c'est l'aspect de maîtriser l'entrepôt, les data centers, à travers le mécanisme soit du cloud ou on-premise avec des outils divers et variés. La notion d'outil, c'est pas très, en tout cas ici pour l'instant, ça vient en second temps. Mais premièrement, la logique de pensée, elle est celle-ci. Une fois ceci effectué, vous devrez maintenant vous intéresser au concept, une fois donc qu'on a pu résoudre, qu'on a pu apporter une solution, une réponse à la maîtrise de nos données, il faudrait maintenant rendre le système efficace. Le fait que, comme l'IA va être intégré au sein de la chaîne, au sein du système d'information, il faudrait que notre système d'information nouveau soit efficace, plus résilient, un minimum résilient que la chaîne précédente, et que cela puisse apporter de la valeur ajoutée à nos utilisateurs. Donc voilà, le besoin, le business model, etc. D'où pourquoi vous devriez comparer donc les grands modèles de langage entre eux, savoir dans quelle approche vous situez. Est-ce que je fais du fine-tuning? Est-ce que je crée véritablement, est-ce que je réentraîne un modèle d'intelligence artificielle adapté à mon secteur d'activité? Donc, si je suis dans le secteur de la santé, le secteur du juridique, est-ce que je réentraîne à nouveau sur mes propres données un agent intelligent pour que je puisse avoir un assistant expert en tant que expert assistant dans mon secteur d'activité en question? Ou alors, en fonction de mes contraintes, des coûts, etc., je peux simplement mettre sur pied une architecture Retrieval Augmented Generation qui, bien sûr, va être facilitée par la mise sur pied des techniques de prompt engineering. Donc, tout cela se fait évidemment avec le fait de savoir utiliser ChatGPT, donc savoir pointer des réponses claires et nettes, d'accord? Apporter du contexte à chaque fois que vous échangez avec ces outils. Là, ici, par exemple, vous avez ChatGPT. Vous pouvez, par exemple, ici, j'avais posé une question, donne-moi un code de l'algorithme en théorie des graphes qui permettrait de traiter la structure sémantique d'un document type PDF, par exemple, dans sa forme logique, afin d'améliorer la précision des vecteurs d'embedding au sein des bases de données vectorielles. Alors, concrètement, ici, c'est quoi? Quelle est la question que j'ai posée ici? Cette question ici se trouve au cœur du second aspect que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est que lorsque je souhaite améliorer donc un système d'intelligence artificielle, donc je voudrais que les réponses en sortie soient des réponses contextualisées, riches, factuelles, et pas des réponses inventées par le système. Et si donc je peux, à partir d'un certain nombre de mécanismes d'usage de techniques mathématiques, bien sûr, par exemple, donc en l'occurrence, utiliser la théorie des graphes pour pouvoir donc proposer la solution au fait de résoudre de manière structurelle la logique de compréhension d'un document de type PDF. Donc, d'où pourquoi traitement de la structure sémantique ici. Et c'est-à-dire que, par exemple, un document PDF, donc c'est un ensemble de métadonnées du texte, mais de manière cohérente. Et la théorie des graphes ici viendra, si j'ai bien fait mes classes, en tout cas, en tant qu'ingénieur, de concevoir un algorithme qui, à chaque fois que j'intègre un document de type PDF au sein d'une base de données vectorielle, voilà, au sein d'une base de données d'abord a priori, que derrière, l'algorithme soit capable de détecter toute la structure sémantique de manière sous forme d'arbre, en fait, voilà, de nœuds, donc un ensemble de nœuds reliés entre eux.
Voilà le principe de la théorie des graphes. Derrière maintenant va se passer un certain nombre de traitements, de récupérer. Alors les nœuds ici, en fait, c'est les sous-ensembles du dit document en question que j'aurais uploadé, enfin téléchargé dans le système intégré au sein de mon système d'information. Voilà. Ce sont des techniques comme ça très simples. Alors très simples, que l'on se comprenne bien, hein, mais très puissantes évidemment lorsque cela est bien compris. Dans la suite de ce que je voulais vous dire, c'était que tout simplement de ces outils pour aller plus rapidement. Comme je vous ai dit, ChatGPT ne remplace pas votre cerveau. Vous avez l'idée, vous avez l'intention, vous avez la vision. Vous déléguez simplement le chemin pour aller plus vite en utilisant ces outils. Mais en aucun cas, la réflexion, la pensée, vous la déléguez à ChatGPT. C'est malheureux, c'est évident peut-être pour certains, mais je me dois de le rappeler parce que ces outils sont assez puissants et à la base, concrètement, je vois des gens qui utilisent ChatGPT pour pouvoir tout simplement faire des calculs, résolution d'équations du premier degré, par exemple en mathématiques, mais de choses très très basiques en fait qu'il faudrait prendre, utiliser tout simplement son cerveau. Mais comme on est dans un monde d'abrutissement où TikTok domine, où TikTok, enfin la pensée en tout cas TikTok est prégnante, c'est malheureux à le dire, ces outils deviennent de plus en plus l'usage ou font l'usage en fait de ce genre de comportement idiot tout simplement. Mais derrière, le but réel, c'est de pouvoir pousser la réflexion avec un certain niveau assez avancé. D'où pourquoi les grandes entreprises, d'ailleurs, utilisent ces outils pour créer des systèmes véritablement efficaces. Sur ce, je vais m'arrêter là. Mettez un like une fois de plus, bien évidemment. Vous faites ce que vous voulez, de toute façon. Mais voilà l'essentiel de mon message et le cœur principal de mon métier. Et surtout, quand vous utilisez ces outils, pensez-y, c'est très essentiel. Sachez pourquoi vous l'utilisez et pensez que derrière, il y a beaucoup de choses encore à aller découvrir, à creuser pour pouvoir donc apporter une réelle valeur ajoutée, quel que soit votre secteur d'activité ou votre domaine en question en l'occurrence. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à la prochaine et au revoir.